Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Visite du lieu du crime. L'annonce. Tübingen, 15-8-1997 et Marseille en octobre 2002. Les rares fois où je retourne pour quelques jours dans le pays de mes origines, je suis toujours frappé par tous les objets qui me regardent. La vie matérielle, ce sur quoi l'homme peut agir, tout ici me parle d'une volonté compulsive de maîtrise sur les choses. Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Et je perçois avec frayeur une peur omniprésente, une peur de soi. Tout ici me parle d'une angoisse immense. Cette angoisse, dans la mesure où elle est niée et donc inaccessible à l'angoissé, dirigera tous ses faits et gestes. Les mouvements des hommes sont contenus. En ständig ist man wartet geduldig anstetan. Et là où un mouvement singulier semble vouloir s'affirmer, il sonne plutôt faux ou hautain. Tout est propre ici. Les rues sont nettoyées, les maisons rénovées, les voitures réparées ou neuves, les jardins entretenus. Toutes les limites sont tracées. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a plus rien qui dérange. La peur n'existe plus. Wir haben all in der Hand. All ist einwandfrei. Nichts ist geschehen. Was wollen wir mehr? Cette ambiance aimable, si convenable et rassurante en surface, me fait vivre la peur qu'elle dégage. Elle est immense et perce partout. Alors s'impose à moi l'idée d'un enfant qui a fait une bêtise, et qui ne sait plus comment se rattraper. Il range tout à la perfection. Et moi, où est-ce que je suis? J'étais ici, j'ai grandi ici, mais j'ai toujours rêvé d'autre chose, d'un ailleurs, au chaud et à la lumière. Sortir de l'ombre, sortir de la nuit, sortir de la peur et sortir la peur. Je le désirais tellement, pour moi et pour mes proches. J'avais fait 2 grands voyages en Allemagne, de 2 semaines à chaque fois. Le premier, en été 2000 dans le désir de revoir attentivement des lieux qui avaient été les miens. Le deuxième, l'été suivant, souhaitant méditer sur quelques-uns de ces nombreux lieux de crime dans ce pays de mes origines. Essayant d'imaginer et de partager ce qui a dû être le vécu du nombre infini de nos victimes. Parfois ce pays tout entier m'apparaît comme un seul lieu de crime. Première visite. Baden-Baden, 21-8-2000. Ère de restauration sur l'autoroute. En effet, ces visages allemands me sont devenus étrangers, leur sérieux et toujours ces quelques airs stupides. Aussitôt, sans la moindre conscience, je suis devenu stupide moi-même, puisque je me trouve saisi malgré moi, de ce bon vieux réflexe germanique et particulièrement familial de juger immédiatement les autres. Les racines sont impitoyables. Cependant, j'étais parti dans la ferme intention de voir simplement, de me laisser impressionner, de recevoir comme un nouveau-né, de voir en moi ce que les regards croisés pouvaient provoquer en moi. Un mouvement de sympathie? Le désir d'entrer en contact? Avec qui? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas le moment. Stuttgart, 22-8-2000 et Marseille, le 27-10-2002. Je suis allé à Stuttgart, voir le foyer pour mères célibataires, où ma mère habitait en 1955 avec ses nouveaux enfants, ses faux jumeaux, R et W. La bâtisse était la même, mais l'intérieur et surtout l'ambiance avaient totalement changé. Des couleurs enfin et de la compréhension. Plus de religieuses puantes, mais des psychologues et des puéricultrices belles et tendres. J'ai refait le chemin où en avril 1955, j'avais revu ma mère après tant d'absence, ma mère qui pleurait, non de joie de me revoir, mais de tristesse d'avoir perdu un des jumeaux, sa petite fille, d'une pneumonie. Il y a quelques jours, mon frère posait une question que je ne m'étais jamais posée. D'où venait cette pneumonie? Qui a peut-être laissé en plein hiver la fenêtre ouverte? Notre mère aurait-elle tenté d'ôter la vie à ces 2 êtres, qui eux non plus, comme moi, n'étaient pas arrivés au bon moment? Tout est pensable, cela nous semblait à nous-mêmes compréhensible, un Selbstverständlich. Une autre lecture est possible, cela nous semblait évident, un Selbstverständlich. Puis je suis allé dans la rue des quartiers ouest de Stuttgart, où elle avait vécu quelques mois heureux en 1960, avant que son nouveau mari ne décède. Elle avait habité là jusqu'en 1967 me semble-t-il. Ma sœur y était restée aussi un certain temps. Parfois je venais les rejoindre pour un week-end. Ma mère qui d'ordinaire n'aimait pas faire la cuisine,
nous préparait des boulettes de viande délicieuses. Nous les mangions au soleil, sur le petit balcon de la cuisine qui donnait sur la cour. Cependant, bien que toujours de bonne humeur, la tristesse qui pesait en moi et dans ce lieu ne desserrait jamais ma gorge. Parfois, j'ai le sentiment d'être complètement paumé. De l'extérieur, je fais apparemment bonne figure. Il n'est pas écrit sur mon visage que je suis perdu, donc je doute de temps à autre et me dis que je dois faire exprès de me sentir perdu, uniquement pour me rendre intéressant. Et pourtant je sais très bien pourquoi rien ne se voit car chez moi blessure et soins s'annulent. J'étais autant soigné que blessé, donc extérieurement rien ne se voit, mais à l'intérieur de moi-même l'enfer et le ciel vivent ensemble. Et la douleur de ces coexistences, elle n'existe que pour moi. Würzburg, 23-8-2000 et Marseille, le 2-11-2002. Qu'est-ce que je fous ici? Je suis venu voir mes anciens refuges. En automne 1967, après avoir quitté Vienne, j'avais choisi Würzburg comme lieu de vie, à mi-chemin entre ma ville natale et familiale, Tübingen et la ville de mes désirs, München, où Ulla, ma fiancée, faisait ses études d'art dramatique. Maxheimstrasse. Quelqu'un m'apprend que ma logeuse, Madame Grün, était morte entre-temps. J'occupais une minuscule chambre mansardée, plein sud avec une superbe vue sur la vallée du Main, des vignes et des villages. De préférence assis sur le bord de la fenêtre, mes yeux rêvaient au-delà l'horizon, au-delà les frontières. Je me voyais loin, au bord de la Méditerranée, au chaud, dans une autre lumière, mais je n'arrivais pas à me sentir capable d'y aller un jour et pour toujours. Une année je suis restée là, avant de partir pour Nuremberg où je vivais chez K, l'ami tétraplégique. En 1970, après avoir fait un long voyage en solitaire en Union soviétique et au Moyen-Orient, voire das Innenleben, je me suis débrouillée pour trouver une bourse afin d'aller une première fois en France, à Lyon. Je suis revenue de Lyon en 1971, pour me marier avec Ulla. Elle avait trouvé un engagement comme actrice au Torturmtheater, de Luigi Malipiero à Sommerhausen. Nous nous sommes donc installés dans ce romantique petit village, une célèbre colonie d'artistes à quelques kilomètres au sud de Würzburg. Moi, je débutais ma carrière de médecin dans un hôpital de campagne à Ochsenfurt. Je rêvais beaucoup en ce temps, je rêvais toujours du sud. Malipiero, à moitié mort et à moitié fou, allait cesser son travail quelques années plus tard. Nous avons alors déménagé en 1975 à Würzburg, Friedenstrasse. J'étais parti pour ma formation de psychiatre et de psychanalyste à la faculté. Ulla, après un court détour commun par la sinologie, commençait ses études de psychologie et philosophie. Au début de l'année 1976, en pleine psychanalyse didactique, je suis tombé dans une mélancolie profonde. Tout en évitant une médication et les conseils d'un confrère psychiatre, après 9 mois de paralysie psychique très pesante, j'avais retrouvé mes désirs et mes sens. En 1977, je suis parti seul, d'abord en Pologne et en octobre en Crète. En janvier 1978, je suis retourné en Crète. Je n'aimais plus ma vie en Allemagne. Je ne pouvais que prévoir du mauvais temps pour moi. Pas d'avenir. Vivre à la lumière, vivre les joies du jour. Une femme, des rires, un enfant, un jardin et la vue sur la mer. Ma vie attendait ça de moi. Brusquement dans le bus entre Agia Galini et Héraclion, le regard perdu à l'horizon d'une douceur hivernale, j'avais la lumière, j'avais saisi, s'il pouvait y avoir une seule personne qui décide de ma vie, c'était moi. Où je vivrais, comment je vivrais, moi seul le déciderais. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je m'en souviens. Une chose tellement évidente, pourquoi n'avais-je pas été capable d'y penser avant? C'est ça l'aliénation. Je me suis séparée de Ulla, puisqu'elle ne pouvait pas partager mes projets. Je m'étais trouvé un cabanon dans un immense jardin sauvage sur les hauteurs de Würzburg, au Lefreseweg, au chemin des cannibales, un drôle de nom. Ce refuge féerique et transitoire était ma tête de pont pour le grand départ. Septembre 1978 d'abord, puis, après un retour obligatoire entre octobre 1980 et février 1981, le départ définitif et le début de mon activité de psychiatre libéral, successeur de mon ami Jean-Pierre Coudray à Marseille, rue Blanche. Au CHU de la Timone, à la clinique de psychiatrie universitaire, où j'avais la responsabilité d'une unité de soins, j'ai connu ses yeux étaient plus noirs que la nuit.
Son regard n'allait pas à l'extérieur, mais vers l'intérieur, à l'intérieur d'un animal blessé depuis la nuit des temps, d'une biche orpheline, comme ma peluche préférée, mon Bambi, voire Dassinenleben, que j'avais bien oublié entre-temps. Depuis mai 1980, nous sortions ensemble. Je ne suis pas Cendrillon, avait-elle dit à minuit le 1er mai. Combien de joie et de victoire ont suivi. Mais aussi combien d'angoisse et une affreuse surprise. Au printemps 1981, j'étais arrivée pour toujours, vivre enfin tous les jours avec l'être aimé, et à l'automne elle s'était prise d'un autre homme. Peu avant, l'été, nous étions éperdument capturés par une houle surpuissante de folie fusionnelle, voire Dassinenleben. J'avais cru être partie très loin de mes affreuses origines, et puis je me retrouvais en plein dedans. Je redevenais le bébé, le nouveau-né, paralysé par le désir de correspondre au désir de ma mère, terrifié par la menace de la perdre. Au début du mois de janvier 1982, C m'avait fait ses aveux et dit qu'elle ne reviendrait plus les week-ends. Ma mère avait fait la même chose le 1er août 1954. Quand ma douleur me réveillait la nuit, et dès qu'elle me remplissait à nouveau de vie, la fureur s'emparait de moi, le désir de tuer. Des milliers de fois je voyais la scène, l'attaque surprise au couteau au poignard la nuit dans leur sommeil. D'abord l'homme, le voleur abject, après la traîtresse, l'ingrate, qu'elle soit ce qu'elle est déjà morte, puis moi-même, puisque de toute manière je ne pouvais pas survivre. Tout bon meurtre est un triple meurtre. Et voilà, ce que j'avais cru être ma liberté n'était qu'errance, et cet ailleurs tant désiré n'était que la face cachée de moi-même. Puis, durant cette journée de visite de mes anciennes habitations ici à Würzburg, je suis allée voir ma cabane au Löffreseweg. Triste spectacle. La porte est ouverte, tous les lambris dont j'avais couvert les murs sont partis, toutes les fenêtres cassées, les papiers peints tombent du plafond, des graffitis rouges couvrent les murs. Ma prairie et le verger devant sont devenus une forêt vierge, presque impénétrable. Mais le soleil, lui, est exactement le même. J'urine un coup dans la nature comme à l'époque, quand j'avais reçu la première lettre de C, quand nous étions là, une semaine en plein hiver, faisant nos besoins dans la neige, la bougie à la main. Tous ces chemins que j'ai pris dans ma vie. Où vais-je maintenant? Il me semble que je pourrais aller partout, même à Königsberg, Kaliningrad. J'avais un autre rêve depuis que j'avais quitté la maison de mes grands-parents, voir Königsberg, voir Kaliningrad. À ses débuts, ce désir était compulsif mais irréalisable. Après, quand l'accès était devenu possible, il s'était démystifié, apaisé et aujourd'hui j'attends toujours le moment propice, voir Dassinenleben. Que vais-je devenir? Et ma fille? Pour elle, je ne suis pas cet être perdu, perdu à jamais comme je crois. Pour elle, je suis l'être de fond, son fond. La moitié de son fond. Il fait beau sur cette terrasse de restaurant au-dessus de la ville où je fais ma halte, et écris ces lignes. J'attends mon repas avec impatience. J'ai faim. J'ai sommeil. J'entends les murmures du dialecte francolin autour. Le swap sonnait plus doux. Et je pense aux voix des annonceurs que j'entends à la télé allemande et à la radio. Je ne supporte pas ce ton forcé, haut et faux. Depuis des années, j'avais voulu revenir sur les lieux de cet autre temps, du temps passé de ma vie, mais je n'avais jamais osé le faire. Pourquoi l'homme mange ses enfants quand sa faim devient trop pénible? Parce que les animaux s'enfuient, se méfient de l'homme, son enfant, lui, ne se méfie pas. Il reste alors la seule chair accessible. Strasbourg, le 27-8-2000 et Marseille, le 2-11-2002. Je reprends l'avion. Je rentre. Ma vie était mal partie, en effet. Partout où il y avait du manque, il a fallu que j'invente. Ma mère m'avait appris cela. Quand j'avais des jeux de construction, elle brûlait les modèles, les modes d'emploi. Elle voulait que je trouve des choses à construire par moi-même. Donc, elle avait confiance en moi et en ma créativité. Elle avait fait pareil. Elle avait brûlé le modèle de ses parents et de ses ancêtres, abandonné les exemples surannés et tristes. Allons-y, inventons. Seul l'impossible a de l'intérêt. Je dois préciser que la révolte de ma mère s'était bien limitée à l'éducation sexuelle. Elle n'avait point mis en cause l'adoration traditionnelle du fameux germanisme. Paris, octobre 2000 et Marseille, le 3-11-2002. J'étais à Paris pour le colloque sur la phénoménologie de l'expérience maniérée, où j'avais présenté mon travail, le maniéré ou l'ombre du passé dans la présence parentale.
Être ce que je suis. C'est tout ce que je peux faire de ma vie. Comment me servir de ma parole afin de montrer ce qui s'est révélé à travers mes expériences. J'ai découvert dans ma vie quelque chose d'ordinaire et d'unique. J'ai survécu à une tentative de me faire disparaître, de faire non exister une réalité qui dérange extrêmement, et je suis le témoin de cette réalité, une réalité qui s'est fabriquée depuis toujours dans l'ombre de notre famille, de nos consciences et qui aurait pu ou dû rester dans l'ombre. Quelle logique a provoqué, produit ma vie et mon chemin? La logique de la lumière? La logique, qu'un jour, la douleur de l'homme doit venir au jour et trouver la parole? La logique du logo? La logique que toutes les souffrances de l'homme, qui ne peuvent pas être saisies par la conscience, qui ne peuvent pas être partagées au moment où elles sont subies, s'agglutinent en une masse infiniment lourde et noire. Et cette masse invisible dirigera nos décisions, nos rencontres, nos hasards. Un jour, comme dans le ciel, un jour, la masse atteindra sa limite et ça explosera. Irrésistiblement, son contenu se déploiera au grand jour. Tous nos excès, toutes nos guerres, nos crimes sont de telles mises en lumière de la masse critique dépassée, du noir trop infini. Si ces éclats de lumière ne sont pas saisis par l'homme et compris comme la déclaration et la délivrance d'un passé, qui n'avait jamais le droit d'être présent, d'être reconnu, ils retourneront dans la nuit noire de tout ce qui nous échappe. Qu'est-ce que la réincarnation? Ce ne sont pas les individus qui se réincarnent, mais leurs souffrances, restées dans l'ombre. Ainsi, aux souffrances des ancêtres se rajoute une nouvelle souffrance, tenue en silence et transmise aux plus réceptifs de la progéniture. Pourquoi je me vis, lumière de ma famille, de notre histoire familiale? Pourquoi j'incarne l'inconscient, l'ombre familiale? Tout le monde l'incarne, mais pourquoi tout le monde ne cherche-t-il pas à l'éclairer? Par peur de la douleur, par peur du mal de soi, par peur de soi, peur que les histoires que nous nous racontons tombent, s'écroulent sur nous et nous broient. Par l'effroi de l'annonce d'une douleur incommensurable. Par l'absence d'un autre attentif qui a traversé l'épreuve, Heiner Loster, qui aura vu ce qui est à voir. La vie est d'abord souffrance. Notre douleur est notre conscience première, notre conscience à l'état brut. Notre douleur est souvent insupportable à un tel point que nous allons nous dissocier de cette conscience première pour la confier à la médecine. Voici notre soulagement mais aussi le risque de notre perte, la perte de la conscience de nous-mêmes, de notre histoire intime. Ainsi, dissociés, tranquillisés et indolores, nous avons perdu notre âme, nous ne serons plus présents à nous-mêmes, mais nous sommes désormais capables d'infliger cette douleur abandonnée à quiconque, dépendant de nous, en premier à nos enfants. Et voici la fabrique de réincarnation. Nous ne pouvons devenir présents à nous-mêmes, nous ne nous retrouverons qu'au moment où notre douleur sera devenue nôtre. Quand nous nous serons accent aigu approprié notre vécu véritable, notre vie intime, aussi impossible qu'il soit. Le bonheur est conscience. Le bonheur est partage, malgré et au-delà de la souffrance. Je n'avais pas une bonne place à l'extérieur, dans les désirs et les projets conscients et matériels de mes proches, donc il fallait que je trouve ma place dans leur intérieur, dans tout ce qu'ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas savoir d'eux-mêmes. Et là, quelle densité douloureuse. Mais à cet endroit j'étais chez moi. Il a été mon chez-moi. Je dois éclairer. Et j'ai envie de le faire, le plus juste possible. Pris et épris de la pulsion d'expression, je dois sortir de l'ombre cette histoire qui est la mienne et qui est la nôtre. Extraire et exprimer cette douleur, qui n'avait pas de mots. Parler. L'homme est à la fois l'erreur de la nature, et la conscience de la nature. L'homme est conscience potentielle. Il doit devenir conscience. En attendant la conscience, il est douleur malgré soi. Conscient, il est douleur avec soi. Ce n'est que dans la conscience, aussi douloureuse qu'elle soit, que la nature trouvera la paix. Donc ce n'est qu'avec l'homme que la nature, la création peut trouver sa paix, ou autrement dit sa fin, une temporalité qui s'achève. L'homme, ses actes et ses images sont la mise au jour de la nuit de tous les temps. L'homme est ce que la création veut dire. Est-ce que du nouveau peut apparaître dans nos généalogies? Après qu'un individu aurait tenté de mettre au jour son passé, pour être à jour avec son présent? Quand est-ce que le futur pourra arrêter de servir uniquement et éternellement de proposition au passé qui n'est pas passé, à se montrer au grand jour? Seul le passé partagé et accent aigu approprié dégagera la place pour un nouveau temps, pour le temps du nouveau.
Marseille, le 30-10-2000 et le 3-11-2002. Dans la langue allemande, non pas dans la politique nationaliste allemande, le mot désignant la parenté ne parle nullement du lien du sang. Un parent est un Angehöriger, ce qui signifie « est parent la personne qui nous écoute de près ». Il m'a fallu 20 ans d'exil et de distance pour m'apercevoir de quoi je me servais quand je parlais ma langue maternelle, ce qu'elle disait cette langue. Je faisais partie des Allemands qui ne méritent pas l'allemand, parce que je parlais cette langue, mais je ne l'entendais pas. Donc j'abusais d'elle en toute impunité. Quand ai-je compris que je ne comprenais rien de ce que je croyais dire? Si nous ne connaissons pas ce que dit notre langue, tout en la parlant, nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes. Pour connaître notre langue et nous-mêmes, nous n'avons pas le choix, il nous faut vivre dans une autre langue et pour longtemps. Il y en a, non, il n'y en a presque plus du tout qui méritent notre langue, puisqu'ils l'ont choisie et l'ont propagée dans toute l'Europe, surtout dans l'Est. Ce sont tous ceux qui ont parlé et parlent le yiddish, le Judendeutsch. L'allemand est une langue de fond, dans laquelle les âmes profondes peuvent trouver leurs mots. C'est peut-être pour cela qu'elle a pu se prêter au peuple de la diaspora, quand il arrivait au XIe siècle en Rhénanie. Mais qu'est-ce que les défenseurs du Deutschtum de ce sale délire ont fait et laissé faire? Ils avaient perdu le fond de leur âme, de l'âme allemande sensible et mélancolique. Ils s'étaient perdus eux-mêmes et ils se sont agrippés à une construction de puissance, froide, calculée et meurtrière. En tuant leurs compatriotes juifs et presque tous les juifs d'Europe, ils ont achevé l'anéantissement du plus intime d'eux-mêmes. Ces Allemands ne méritent plus de parler l'allemand. Et puisque mon grand-père et ma mère ont continué de le parler, c'est moi qui ne peux plus le faire. D'ailleurs, ces fanatiques du germanisme se sont inventé leur propre langue, la LTI, la Lingua Tertii Imperii, Victor Klemperer, 1947. Marseille, le 31-10-2000. Pourquoi les descendants des victimes de l'Allemagne ne nous parlent-ils pas davantage, à nous les Allemands? Parce qu'ils sentent, parce qu'ils savent que ce qu'ils doivent dire ne veut pas être entendu. Alors, c'est comme s'ils protégeaient leurs bourreaux? Comment exister après 1945 en tant qu'Allemand? En entendant, en écoutant, en s'arrêtant devant tout ce que nos générations antérieures n'ont pas voulu entendre. En allant jusqu'au fond de la reconnaissance de nos ignorances, et de l'imbécilité ou l'absurdité de notre intelligence, du déni de l'autre et du soi intime, de cette intelligence criminelle. Dans ma patrie, et au sein de mes racines personnelles, je n'ai rien sur quoi m'appuyer. Je ne peux qu'avoir honte, la honte de l'enfant éveillé pour des parents non seulement ridicules mais cruels. La prophétie se réalise, vous paierez jusqu'à la 7e génération. Le seul appui qui me reste, ce sont les leçons sur nous-mêmes, que ma langue maternelle peut me donner, une fois que j'ai réussi de la séparer de ma mère. Paris, le 28-11-2000. Il n'y aura toujours que quelques-uns qui pleureront les larmes de tous les autres. Alors toute leur vie, ils ne pourront rien faire d'autre. Le soi-disant schizophrène agit ainsi et il sera critiqué et harcelé, parce qu'il n'est pas productif. Les économistes calculent le montant de ce qu'il coûte à la société. Et bientôt, les euthanasistes vont à nouveau avoir la parole. Marseille, le 20-12-2000 et le 6-11-2002. J'aurai à souffrir ma vie entière à cause des imbécilités de mes ascendants, trop limités. Ne jamais avoir une heure de répit, toujours souffrir en pensant aux souffrances infligées à ces innombrables. Souffrir moi-même, si ce n'est qu'une partie absolument infime de leurs souffrances. Qu'a-t-elle fait notre belle et fière Allemagne? Au fond, presque aucun Allemand ne veut le savoir. Ou il dit: je le sais et je suis sincèrement désolé, mais je n'y suis pour rien et d'ailleurs ça suffit maintenant, nous en avons assez parlé. Nous, la génération des innocents, nous avons le droit qu'on nous laisse enfin tranquilles. Moi, je ne vis pas dans la tranquillité, bien que je sache n'être responsable de rien. Puis je sais très bien qu'il n'y a que trop peu d'Allemands qui se penchent volontiers sur l'étendue des souffrances de nos victimes. Comment tout cela a-t-il été possible? Tout a été possible. La preuve. Nos Juifs, ces drôles d'étrangers dans notre patrie. Ce sont eux justement qui ont mis le sel dans le potage allemand si fade. Ce sont eux qui ont élevé notre esprit, qui ont honoré et répandu notre langue.
Ces étrangers sont notre honneur et notre dignité. Mais nous avons eu peur d'eux. Cette peur est aussi incroyable qu'inavouée. Elle est à l'identique de celle que nous avons face à nous-mêmes, mais dont nous ne voulons évidemment rien savoir. Si jamais nous savions quelque chose de cette peur, alors nous vivrions les mêmes terreurs que nous avons fait vivre à nos victimes. Dans le dessein de maintenir l'illusion d'une auto-assurance, qui en vérité est minable, crispée et fausse, nous avons été capables de torturer et de massacrer des millions de nos semblables, uniquement parce qu'ils étaient dans la position du plus faible. Regarde-toi, fier peuple, avec ta merveilleuse culture. L'air lamentable que tu as. Comment, étant allemand, pouvons-nous être joyeux une seule seconde? Comment, étant allemand, pouvons-nous vivre encore une minute de plus dans ce pays quand nous avons réalisé notre folie tragique? Comment pouvons-nous une journée de plus nous servir de notre langue, qui a noyé ses qualités dans le sang? Vous autres camarades, faites ce que vous voulez, je ne peux plus, je préfère crever. Pour pouvoir refouler, exclure, torturer et anéantir avec autant de préméditation, combien cette personne a-t-elle dû au préalable s'anéantir soi-même? À celui qui a regardé ou participé et qui a cru ne pas pouvoir refuser, quand il a compris combien mortelle était sa bêtise et son obéissance, reste un seul et dernier geste à faire, se donner la mort. Après le 8 mai 1945, environ 80% d'Allemands auraient dû se suicider, seule conséquence adéquate. Mais non, loin de là, chacun a vite mis en avant sa propre petite peine comme si dans le monde entier n'existait qu'elle. Les membres de ma famille ont été les premiers exemples parmi des millions d'autres. On ne pleurait que sur son propre sort. Pas une seule larme pour tous ceux que nous avons massacrés. Bien, les bons Allemands que nous sommes sont tombés d'une maladie dans une autre, du faux soi dans le soi dissocié. Nous appartenions si peu à nous-mêmes, que nous étions incapables de nous faire disparaître. Seulement quelques-uns de ceux qui ont tenu un rôle actif dans les événements, par crainte de la punition du vainqueur, se sont lâchement ôté la vie. Voilà mon héritage. Que vais-je pouvoir faire de cela? De la nausée? Je l'ai déjà. Me tuer à la place de tous ceux qui auraient dû le faire? J'y pensais très souvent, mais je n'en ai jamais eu le courage. Me convertir au judaïsme? Cela ne se fait pas sur commande, et ne guérit personne. Ou souffrir? Souffrir en écoutant et en lisant les écrits de ceux qui ont survécu et qui ont eu la force de témoigner. Souffrir avec eux. Partager. Mon suicide est partiel, je suis demeuré interdit devant mes racines. Je suis interdit de l'ouïe et de l'usage de ma langue maternelle. Je me suis interdit de transmettre cette langue à mon enfant. À ce jour, je suis toujours déconcerté, mais je comprends pourquoi, et je m'interdis moins d'entendre et de parler l'allemand. Quoi qu'il en soit, pour l'allemand éveillé, il demeurera quelque chose qui ne pourra jamais le laisser en paix. Maintenant tout est trop tard. Notre idiotie allemande a remporté toutes les victoires. Elle s'est déclarée en plein jour. Enfin nous pouvons observer clairement où notre beau mélange entre rigueur maladive et rêverie aveugle nous emmène. Combien d'énergie les Allemands, bien fermes sur leurs pieds, ont mis sur pied, pour mettre à pied tout le vivant en eux, en croyant ainsi pouvoir faire disparaître leurs angoisses et leur tristesse infinie. Et par la suite, nous étions capables de mobiliser encore d'immenses énergies pour anéantir tout autour de nous qui les réveillait. Assassins et victimes sont le noir et le blanc de la même âme. Nous, les Allemands, avons toujours été paumés. Surtout depuis que nous nous sommes unis pour former une nation. Je vois notre perdition si clairement qu'elle me fait horreur. Elle est comme une plaie béante, qui ne se fermera jamais. Il suffit que je repense à mon grand-père, qui en avril 1945 croyait encore que des armes miracles allaient renverser l'issue de la guerre, voire das Innenleben. En revanche, ce n'est point le miracle qui adviendra, c'est la plaie béante qui est mise au jour. La blessure sans mesure que nous avions infligée à ceux qui nous faisaient peur, est notre blessure inavouée depuis toujours. Nous sommes perdus. Nous n'avons plus de sens parce que nous avons perdu nos sens depuis trop longtemps. Et je pleure et pleure sans fin. Peut-être vit en moi une minuscule part de la douleur d'une seule de nos innombrables victimes? Il me faudra peut-être vivre encore de nombreuses années pour pouvoir parler de tout ce qui m'émeut. Deutschland meine Seele, disaient mes aînés. Mais mon âme est malade.
Ce sont toujours les enfants qui doivent trinquer, toujours les enfants et les enfants des enfants et ainsi de suite. L'Allemagne a creusé das Jammertal des Abendland, et en a fait la fosse commune à ciel ouvert de tous les corps sans défense. L'Allemagne est une seule tombe immense avec un joli couvercle dessus. Et si tout mon vécu et toutes mes réactions à l'égard de cette Allemagne, si égarée et si cruelle, n'étaient pas le vécu d'un vrai bon Allemand, mais d'un vrai Juif converti dans la frayeur il y a un siècle et demi, les propos d'un vrai Milek, Juif polonais comme la plupart de ceux portant le même nom. Alors quelle valeur auraient mes dires ? Il s'agirait de paroles d'un Juif. Donc, bien évidemment, il ne peut que haïr les Allemands. Et tous ces propos ne seraient plus un mea culpa, mais les accusations d'un traître, d'un vrai Juif, qui se fait passer pour un vrai Allemand. Je viens de faire une faute d'orthographe, Allemand tout ment à loup. Marseille, le 21-12-2000. Mon père ? Je désirais un père, pas une patrie. Je n'ai plus besoin d'une patrie, puisque je suis la patrie de mon enfant. Tübingen, le 10-3-2001. Je me sens toujours davantage objet que sujet de l'histoire, y compris de ma propre histoire. D'abord, il m'a fallu constater que tout ce que je croyais le fait de ma volonté et de mes désirs n'était qu'un subit, l'errance d'un errant. Mon seul pouvoir était de me raconter des histoires, de belles histoires de préférence. L'indispensable moyen de ne pas me dissoudre dans mes larmes, les larmes de toutes ces tristesses, ces songes et mensonges de l'ombre de mes proches. Cette nuit, après le contact téléphonique avec mon père où j'annonce ma venue à Munich pour ma conférence sur Edvard Munch, Temilek 2001, j'ai fait un rêve. En voyage, en passant dans un vieux quartier d'une grande ville, je suis plus ou moins invité à entrer dans une petite maison pour voir une famille. Il s'agit d'un taudis crasseux, pourri, terne, triste, tout est dégueulasse. Sur une sorte de grille verticale sont attachés debout 3 ou 5 enfants, sales, décharnés, muets, sans regard. Devant la cuisinière sur la gauche s'affaire une femme, la mère. Elle prépare un repas, et explique avec sérieux qu'il est important de bien nourrir les enfants. Elle, qui est aussi délabrée que tout le reste, ressemble à une arriérée mentale. Elle est de toute évidence complètement inconsciente de la profonde détresse qui règne dans ce lieu. En avant-scène se trouve le père. Il a l'air soucieux, mais perplexe et totalement impuissant. Il cherche à enlever son pantalon, un pantalon marron noir, raide du pipi et du caca qu'il a dû absorber tout au long de sa vie. Je l'aide à se déshabiller tout naturellement, presque sans dégoût, comme si j'étais averti de toutes ces terribles choses. Je vois ses fesses nues, qui sont couvertes d'excréments secs et collées à la peau. J'abandonne ma tentative de le débarrasser de ces croûtes de merde, puisque je m'aperçois que je risquais de lui arracher la peau. J'enlève mon pantalon et ma chemise, des vêtements très propres qui sentent encore la lessive. Je le rhabille avec mes vêtements, et le réhabilite. Il me remercie et je m'en vais. Cette scène m'évoque les descriptions de la vie, dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Les enfants du rêve ressemblent étrangement aux musulmans. Ainsi se présente alors le vécu de mon noyau familial. Voilà ma vérité intime d'Allemand de bonne famille, d'une véritable académicaire famille, d'Allemands civilisés, entourés d'éducateurs et professeurs, de personnes correctes, rigoureuses et pflichtbewusst, conscientes de leurs devoirs. Il a fallu 54 années pour que je sois capable de me mettre face à cette vérité. Comment font mes compatriotes, issus de millions de familles aussi irréprochables que la mienne ? Quoi qu'il en soit, si des vérités internes d'une telle désolation et cruauté ne sont pas mises au jour, regardées en face et accueillies par celui qui les porte, il les transfère, les fait vivre à autrui, à l'extérieur de lui, ou souhaite que ce soit d'autres qui le fassent à sa place. DEUXIEME visite. Souvenir et REFLEXIONSPREAL, Marseille, le 28-7-2001. Il existe un pays où l'on ne maltraitait pas les objets. Dans ce pays, on ne sait pas qu'on maltraitait les enfants d'une façon ou d'une autre. Dans ce pays, on pense ainsi. Bien traiter les objets et mettre tout bien en ordre est la preuve que nous sommes bons, comme il faut. La preuve que tout est irréprochable. L'intégrité de nos objets est la preuve de l'intégrité de nos esprits, de notre âme, de notre vie et de notre comportement. Ainsi dans ce pays,
Une des pires fautes pour laquelle les enfants qui la commettent reçoivent les pires reproches et punitions est de casser, abîmer, de salir, donc de maltraiter un objet. Personne dans ce pays ne sait que ce que l'enfant fait aux objets, c'est ce qui lui est fait en permanence par ceux qui sont si infiniment irréprochables. Dans ce pays, on sait d'où vient le malheur du monde. Le malheur du monde vient du fait que les enfants maltraitent les choses. L'enfant est intenable, ça casse, ça dérange, ça fait n'importe quoi. Heureusement, il y en a aussi qui ne l'ont pas fait exprès, les pauvres. Mais il faut quand même les punir pour qu'ils ne recommencent pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.